gentlemen, you're welcome to this new edition of your program, AfriCulture. You know we are here to talk about culture, and we have to talk about Africa when talking about culture. And that's what we're going to do. And you know that today we are going to talk about an author, the person who made us to understand that Africa has many values transmitted through the writing. Today we are going to Congo, Brazzaville, as you can imagine, and we're going to have this author. He's no other than Alain Mabankou, who is going to tell us his autobiography. He's going to tell us more about his life. It's through a novel that is titled in French, as you can imagine, called Demain j'aurai 20 ans. Demain j'aurai 20 ans, c'est une œuvre d'Alain Mabankou qu'on vous propose de découvrir en tant que la plume de cette semaine. Pourquoi se cacher de faire de l'autobiographie alors que 99,9% des romans sont des œuvres dans lesquelles on retrouve les vestiges de la vie de l'auteur? Souvent, les gens essayent de maquiller la vie réelle à travers le roman. Il arrive un moment donné où le romancier doit sortir. C'est bien beau de peindre les arbres, de décrire comment la neige tombe ou l'envol des oiseaux, mais un jour, il faut parler aussi de soi. Ce que je voulais à l'intérieur de ce livre, c'est qu'en parlant de moi, je vais découvrir les autres. C'est pour ça que le regard même du livre des personnages est tourné vers l'autre. Le petit enfant qui regarde le monde, la mère qui entre dans la civilisation occidentale, le père qui aussi a ses rêves un jour pour devenir quelqu'un d'autre que la personne qu'il est dans sa condition. Je pense que l'autobiographie est peut-être le laboratoire le plus délicat des écrivains. C'est pour cela que beaucoup prennent la poudre d'escampette au lieu d'attraper le taureau par les cornes. Ils disent voilà, c'est un roman, je vais le placer dans l'Égypte antique. Non, moi j'ai décidé de parler de la vie contemporaine, de ma propre vie, mais à l'intérieur de cette vie, il y a beaucoup d'actions romanesques. C'est cela. Comment trouver le roman dans la réalité? Vous nous aviez habitués à votre univers africain. Mais c'est la première fois que vous vous mettez à nu d'une certaine manière avec autant de visibilité. Alors qu'est-ce qui vous a amené à ce choix, qui est une étape importante dans votre travail? Je pense qu'un écrivain doit prendre aussi des risques dans son écriture. En écrivant ces livres, je savais que j'entamais une route très longue, très ouverte, qui s'écartait de ce que j'avais écrit jusqu'à présent. Mais le pire pour un écrivain, c'est de vivre de cette tic, d'écrire le même livre, de ne pas prendre des risques. Qu'est-ce que ce musicien qui chaque fois nous chante la même chanson pendant une décennie? Alors qu'est-ce que ce guitariste qui ne joue que la même note? Donc à un moment donné, c'est aussi à l'écrivain de dire qu'est-ce que je cherche? Et c'est simplement de charmer les gens ou bien de trouver d'autres voies de création. Et alors Michel, il est assez lucide tout en étant petit. Il sait qu'il doit garder une part d'innocence quand il deviendra adulte. Et il se compare, lui, non pas au Ludwini, mais au crabe. J'aurais même pu intituler ce livre « Le théorème du crabe » ou « La marche du crabe », parce que toute la vie de ce personnage, c'est une vie de crabe. C'est-à-dire il a plusieurs pattes, chaque patte veut prendre une direction, mais la tête est là pour dire « Écoutez, vous pouvez vous balader, mais nous savons où nous allons et nous arriverons jusqu'au bout ». Je pense que c'est cette philosophie qui est toujours la mienne. Dans mon existence, j'ai pris plusieurs voies, plusieurs décisions. Je sais qu'un jour, j'arriverai là où je voudrais arriver. C'est parce que l'enfant ne comprend pas tout qu'il est un poète involontaire, quelquefois, parce qu'il y a des glissements sémantiques dans sa compréhension. Quand on vous dit forçat de la faim, pour un enfant, il entend les forcer de la faim. Donc il parle puis là, il y a aussi cette expression, la femme de l'autre est toujours sucrée. Voilà, ça c'est mon magnifique, père. Ça c'est le père qui avait toujours tendance. Quand vous vous avez une très belle femme à la maison, vous ne la regardez jamais, la femme de l'autre est toujours sucrée. Oui. Voilà. Alors, il y a aussi la dimension de sorcellerie, de puissance maléfique. Vous avez des souvenirs précis de ça? Oui, il y a des souvenirs. Nous vivions dans l'atmosphère des ancêtres qui étaient cachés quelque part et qui gouvernaient notre existence. Si je n'y crois plus, ça veut dire que je perds peut-être ce qui fonde ma cosmogonie africaine, la manière de concevoir le monde. J'ai besoin de cette croyance, fût-elle naïve, pour avoir une paix intérieure. Je ne voudrais pas être le produit d'une société cartésienne qui m'impose une vision qui n'est pas forcément la mienne. Donc je prends ce qui est bien dans la vision cartésienne en Europe et je garde cette vision qu'on dirait naïve ici, mais qui permet parfois d'atteindre l'humanisme.
Théorème très intéressant d'Alain Mabankou par rapport à son livre « Demain, j'aurai 20 ans ». On espère que vous avez eu des informations, encore plus d'informations par rapport à ce livre. Maintenant, nous allons aller directement dans la galerie de cette semaine et nous allons découvrir les royaumes. Les royaumes de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria par exemple et le Bénin. Qu'est-ce que les rois utilisaient pour se démontrer, pour montrer la différence avec le peuple? Qu'est-ce qui faisait que les rois à cette époque-là étaient vus comme des rois, effectivement? Maintenant, découvrez cela à travers la galerie de cette semaine. Nous sommes face à la couronne funéraire perlée de style Yoruba qui fut placée sur la tombe du prince Ahanronzon. Elle est exceptionnelle de par sa provenance. Elle vient du Nigeria qui est voisin de l'ex-Dahomey, donc du Bénin actuel. Elle aurait été réalisée par les princesses d'Ifé. Elle est exceptionnelle parce qu'elle est recouverte entièrement de perles. C'est un travail d'une grande finesse de composition. Alors à Abomey, on ne connaît que ce modèle qui est donc dans les collections du Quai Branly. Mais en pays Yoruba, particulièrement Benin City ou l'ensemble des royaumes Yoruba, ce sont des coiffures qui sont destinées aux Oba, c'est-à-dire aux rois. Ici vous avez le trône sacré du roi Glélé, qui a régné sur le royaume du Dahomey de 1858 à 1889. Donc c'est mon aïeux, je suis un descendant direct du roi Glélé et c'est un trône d'apparat. Vous voyez sa taille et vous allez vous dire que comment il arrive à s'asseoir sur ça. Vous savez, dans le Dahomey, il y avait des sujets et tout ça là. Donc pendant les grandes cérémonies, le roi est porté jusqu'au niveau du siège du trône et c'est de là qu'il célèbre les cérémonies annuelles où il offre des présents à sa population, même à des anoblis, aux diplomates qui arrivaient dans le Dahomey en ce temps-là. Donc c'est vraiment sacré, c'est l'unique ça là, c'est l'original. Nous n'en avons même pas à Abomey aujourd'hui dans notre musée. Et je suis très content de le retrouver, cette pièce-là ici, et aussi celle de son père, le roi Guézo, qui a régné de 1818 à 1858. C'est l'imagination d'un artiste forgeron à qui le roi a demandé de produire un objet pour représenter la divinité Gou, qui est dieu du fer, qui est d'origine nigériane. Il a mis tout son génie pour nous donner une œuvre de cette taille et de cette configuration qui ne lui a pas été dictée. Chaque artiste puise au fond de tout ce qu'il a d'essentiel pour faire plaisir au roi. Aujourd'hui, ce caractère sacré, ce caractère ingénieux a un peu disparu. Les œuvres qui sont ici sont d'une facture vraiment rare. Et le fait que pendant longtemps, ce soit des missions confiées par le roi. Parce que seul le roi peut donner la matière première et c'est lui qui consommait encore le produit fini. Donc on ne peut pas lui donner de n'importe quoi et on ne peut pas faire ce que l'on veut. On fait tout pour lui plaire. Dans l'art de l'ancien royaume du Dahomey, il y a eu essentiellement 3 goûts, c'est-à-dire 3 sculptures en pied, tout en métal. Le goût est une divinité et qui rappelle l'importance de la guerre dans le royaume du Dahomey. Mais ce goût-ci, celui devant lequel nous sommes là, a la particularité d'être un alliage. C'est là toute la différence. Parce que ça suppose qu'un moulage a été fait, qu'on a su couler le mélange de métaux pour en sortir cette pièce. Et on voit un homme, je dirais, achevé. On voit l'organe géniteur en bonne position. Mais sans cette partie-là, on aurait pu confondre le goût avec un personnage féminin. Les dieux au Bénin ont 2 polarités. Ils peuvent être mâles ou femelles. Mais un goût femelle, je pense qu'il ne fait pas la guerre. On voit en plus que sur son visage, il porte des scarifications. Le prognatisme de la face a fait que certains ont pensé qu'il s'agissait d'un portrait d'un roi. Je ne partage pas ce point de vue, parce que les rois, à cette époque-là, ne portaient plus de scarification. Et lorsqu'on fait un portrait, le moins que l'on puisse faire, c'est de respecter la personne que l'on représente. Cette toile doit faire 3 mètres de largeur sur 1,5 mètre. Elle est en coton écru pour le fond. Toute la toile est venue d'Occident. Dans cette technique,
Le raccourci n'est pas connu et on présente les objets et les personnages un peu comme en Égypte. Cette scène que nous voyons, c'est le roi Gézo qui terrassait un buffle qui semait la terreur dans son pays, parce qu'il était lui-même chasseur. Techniquement, cette toile appliquée se voit des deux côtés. Et ici, la répétition dit, oui, effectivement, j'ai fait ça. Je suis capable, moi, d'affronter des ennemis et de les réduire en esclavage. La toile a été offerte en présent à Napoléon III en 1857. Et c'est dire que c'est un cadeau diplomatique. C'est un assin, c'est un autel portatif qui est en alliage cuivreux et en argent, ces matériaux étant travaillés par les Huntonji pour le roi. D'autre part, nous avons au-dessus de cet autel 2 mains en fer martelé et riveté autour d'un œuf en argent, immédiatement identifié comme étant l'emblème du roi Béanzin. On le plante au moment des commémorations des ancêtres royaux, donc pour les rois défunts. Et lorsqu'on regarde très attentivement l'objet, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune trace d'usage. Une exception dans la tradition en fait du culte des morts. Il a été fait du vivant de Béanzin. C'est un roi qui a dû affronter les troupes françaises. Soit cette œuvre a été réalisée parce qu'il savait qu'il n'allait plus revenir dans la ville, soit, donc on a une autre version, qui serait la déclaration de guerre qu'il maintenait auprès du général Dodds et des Français, et qui expliquerait justement la présence de ces couteaux en pendentif. Qui pourrait dire que le continent africain n'est pas riche? Qui pourrait dire que les rois sont des personnes qu'on devrait traiter n'importe comment? Je ne pense pas qu'on puisse le faire sur le continent africain. Mesdames et messieurs, si vous voulez nous envoyer vos suggestions ou bien participer à l'émission ou apporter encore plus sur notre continent, c'est très simple, vous avez une seule adresse, afriqueculture@yahoo.fr. afriqueculture@yahoo.fr. Maintenant, nous allons tout droit dans la mode. Podium de cette semaine vous attend, regardez-le. Vous allez avoir des tenues, des maillots de bain à l'africaine. Vous allez avoir des robes d'été à l'africaine. Vous savez, on n'a pas l'été sur notre continent, mais on a de quoi éviter la chaleur. Et déjà, la peau, elle est adaptée. Donc, vous allez voir comment vous habiller au cas où vous vous retrouvez dans des endroits assez dénudés. Regardez, c'est le podium de la semaine. For this place, follow mental.